Merci. Ça fait très drôle de l'entendre raconter sa vie comme ça. L'impression d'être déjà au Panthéon, mais bon, on va quand même essayer d'être vivant. Alors, je voudrais commencer par une remarque de l'ordre de l'évidence. Ce sont souvent celles qu'il faut faire. C'est que quand nous avons parlé de la commune il y a 2 ans, nous avons parlé d'un événement ou d'une série d'événements pour lesquels Guillemin a toujours eu une passion, et il avait presque l'impression d'avoir connu Vallès ou Varlin, mais il ne les avait pas connus. Alors que dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui est d'ailleurs délicat à traiter en partie pour cette raison, Guillemin l'a vécu cette époque. Et je voudrais commencer en lisant quelques lignes de lui. À certains indices, vous verrez à peu près de quand cela date, mais je vais vous le dire après, évidemment. Mais je trouve que c'est une excellente introduction à ce que je vais essayer de vous dire. Ça, pardon, c'est moi. Voilà. Donc c'est Guillemin qui écrit, bien entendu. Né en 1903, je rencontre de plus en plus fréquemment, non pas seulement des jeunes gens, mais des hommes en pleine maturité, nés entre 30 et 40, ce qui les fait aujourd'hui quinquagénaires, et je constate le cœur serré que le nom du maréchal Pétain ne leur dit pas grand-chose. Un vague souvenir historique, le vainqueur de Verdun, avec des guillemets, doté d'une admirable longévité qui lui permit de se mettre encore à 84 ans au service de la France vaincue, pour la secourir de son prestige et obtenir peut-être ainsi d'Hitler quelques précieuses concessions. Point de suspension à la ligne. J'avais 38 ans en 1940 et, professeur à Bordeaux, j'étais de plus assez mêlé à la politique, connaissant bien Marquet le maire, futur ministre de Pétain, et ayant participé de mon mieux à la vaine tentative électorale de mon beau-père en 1936 pour tenter de barrer la route à Philippe Henriot, le candidat de l'extrême droite, qui finira ministre de l'Information sous Pétain en 1944. Et je puis vous assurer sans mentir que l'affaire Pétain, entre guillemets, fut pour moi une affaire d'actualité terriblement vivante et proche. Et un peu plus loin, j'estime dangereuse et tragique l'ignorance à ce sujet des jeunes générations, et j'aurais fait du moins au cours de ma vie et dans mon étroit espace tout ce que j'aurais pu pour empêcher que l'on ensevelisse dans l'oubli des réalités qui furent si terriblement authentiques et si lourdes encore de menaces. Ce que je vous ai lu, c'est le début et la fin d'une des chroniques que Guillemin a écrites en grand nombre à la fin de sa vie dans l'Express, non pas de Paris mais de Neuchâtel où il habitait en Suisse, et cet article-là est paru le 2 avril 90, donc un Guillemin qui venait d'avoir 87 ans, et qui intitule simplement cet article « Pétain connaît pas ». Évidemment, ce n'est pas lui qui parle, ce sont les gens qu'il a rencontrés et qui lui ont inspiré ces 3 pages. Dans ces chroniques qu'il fait à la fin de sa vie, 4 fois sur 5, le sujet, c'est de rendre compte d'un livre qui vient de paraître. Et là, non. Il a simplement voulu dire que c'était grave qu'on oublie. Ça m'a fait un peu penser à ce que peut dire un landsman dans Le Lièvre de Patagonie, en disant aussi que c'est quand même catastrophique que les choses s'en aillent et que s'il s'est donné tant de mal, c'est justement pour que ça ne s'en aille pas. Donc j'ai voulu commencer par là parce qu'il y a à peu près tous les éléments intéressants, c'est-à-dire notamment que Guillemin était à Bordeaux en juin 40 au moment de l'arrivée du futur gouvernement de Vichy, et que surtout c'est une période qu'il a vécue et dont le souvenir l'a accompagné ensuite jusqu'à sa mort. Alors, ce que je voudrais faire, comme j'avais fait pour la commune, et pour mettre chacun dans la perspective de la richesse des propos de Guillemin, il ne s'agit pas de les interpréter ni de les juger, mais juste d'en donner une idée, je voudrais montrer un petit peu comment ça se répartit dans sa vie et dans sa production
tout ce qu'il a pu dire sur 39-40. Je me suis limité pratiquement à 39-40 et déjà comme ça j'ai beaucoup trop de choses à dire, donc je vais couper plein de choses que j'avais préparées. Alors ce qui est important à dire, c'est que de son origine, c'est quelque chose que les gens qui aiment Guillemin savent, il n'est pas historien et encore moins historien contemporain, il est historien de la littérature du 19e siècle. Mais en faisant sa thèse sur Lamartine, il découvre le Lamartine homme politique, dont il a une vision évidemment à l'envers de la légende du poète évaporé. Il va peut-être trop loin de l'autre côté dans certains cas, mais ça a été très important pour lui comme découverte. Et à travers la carrière politique de Lamartine, c'est-à-dire 1848, il s'est engagé de part et d'autre, en remontant et en avançant, vers toute une relecture de l'histoire, en remontant jusqu'à la Révolution, voire jusqu'à Voltaire et Rousseau, et dans l'autre sens, en allant vers la Commune, en allant vers 1914, en allant vers ce qu'il avait lui-même vécu. Donc, il est historien plutôt par conséquence nécessaire de ses études littéraires. Il a estimé qu'il ne pouvait pas s'en tenir là. Alors, pour ce qui nous regarde, nous, comment est-ce que ça se passe ? C'est justement très intéressant parce que lorsque la guerre éclate en 1939, Guillemin n'a pas de notoriété comme il a pu en avoir une de scandale à l'époque des Vigny, Benjamin Constant, Georges Sand, quand il avait des brouettés d'articles contre lui. Il n'est pas encore connu. Cette chronique du journal du Caire dont on vous parlait tout à l'heure, elle est connue des lecteurs de la bourse égyptienne et elle est toujours inédite. C'est pour ça que je vais essayer d'en faire connaître un petit peu. Donc, ça n'est que après qu'il se met à vouloir parler de cette période, et le premier texte, c'est La vérité sur l'affaire Pétain, donc le petit livre de 1945, mais qui est publié en octobre 1945, à un moment où Guillemin vient de prendre son poste à l'ambassade de Berne, puisqu'il va faire dorénavant une carrière diplomatique. Donc, il n'apparaît pas, il apparaît sous le pseudonyme de Cassius, et c'est seulement 50 ans plus tard que, grâce à son fils Philippe, on a eu chez Utovie une réédition avec le nom d'Henri Guillemin sur la couverture. Donc, ou bien il en parle caché, si je puis dire, parce qu'il ne peut pas trop faire autrement, ou bien il en parle après sa retraite. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a quitté la diplomatie en 62-63, il multiplie les souvenirs et les commentaires et les ouvrages où il est question de Pétain et d'une manière générale de Vichy et de l'occupation. Et entre les deux, c'est-à-dire entre 45 et 62, j'essaierai de montrer ça par quelques petits exemples rapidement, il y a des stratégies de contournement, c'est-à-dire qu'il ne parle jamais de cette période, mais il a une manière de donner des titres d'articles qui finit par équivaloir à en parler quand même. Alors, au moment où la guerre éclate, il y a donc, si on veut, deux Guillemin, un Guillemin 19e littéraire, en juin 1939, le livre de lui qui paraît, c'est Flaubert devant la vie et devant Dieu, préfacé par son ami Mauriac, rien à voir évidemment avec la politique contemporaine, et il continue de travailler sur Lamartine en grande quantité. Et puis il y a le Guillemin qui s'intéresse déjà au présent, mais loin, c'est-à-dire au Caire, dans ses articles du Caire, puisque, pour ne donner que 4 exemples, dans la bourse égyptienne en 1939, puisqu'il est rentré en France en 1938, mais il a continué d'écrire jusqu'au-delà de la déclaration de la guerre, dans ce journal. Donc le 1er janvier 1939, il rend compte du journal d'Allemagne de Denis de Rougemont, qui n'est pas un auteur encore connu à l'époque, il n'a pas encore publié L'amour et l'Occident, mais qui fait une sorte de reportage sur l'engouement pour Hitler. En février 1939, compte rendu de l'école des cadavres de Céline. Le 3 septembre 1939, mais évidemment il avait envoyé son texte au journal quelques jours plus tôt au moins, Nous autres Français de Bernanos, un recueil d'articles de Bernanos,
Et puis le dernier article de la série, celui sur lequel j'ai fait une newsletter pour le site de l'association, d'un livre apparemment assez médiocre en lui-même, Curieuse époque de Georges Rotvand, mais qui l'intéresse, qui l'a même passionné parce que l'achevé d'imprimé du livre est de juste avant la guerre et il est dans le commerce, la guerre ayant éclaté. Et donc, plutôt que de parler vraiment à fond de ce livre, dont il dit quelques mots, Guillemin parle surtout de nous savions et nous ne voulions pas savoir, nous voyions venir et nous n'avons pas voulu voir venir, et c'est vraiment un texte tout à fait intéressant. Alors, dans tous ces domaines-là, il s'engage, il donne son opinion, mais il ne la donne pas en tant qu'universitaire français en France s'exprimait en France. Il ne fait pas la publicité des articles qu'il écrit là. De la même manière, de septembre 39 à septembre 40, il tient de façon intermittente, mais quand même assez copieuse, un carnet, pas vraiment un journal, mais un carnet, il appelle ça carnet en tout cas, ou journal intermittent, il appelle ça, mais qu'il garde aussi dans son tiroir et qui ne sera publié qu'en 89 dans son grand livre autobiographique Parcours. Donc j'en dirai un petit mot à ce moment-là. Pour tout le reste, et ce qui se passe et pour tout ce qui se passe pendant la guerre, Guillemin écrit à 90% sur la littérature du XIXe siècle, un peu avant, un peu après parfois, Vigny, Rousseau, Claudel, Sainte-Beuve, Flaubert, Hugo, c'est 42 par exemple, dans le journal de Genève essentiellement. Donc on peut vraiment dire que c'est quand surgit la vérité sur l'affaire Pétain, sous pseudonyme, que tout d'un coup il se lance dans une sorte de, pas de croisade, mais enfin que paraît pour la première fois sur un sujet d'histoire, et d'histoire contemporaine qui plus est, la manière Guillemin, encore assez modérée dans son style, il n'y a pas le côté gouailleur violent qu'il y aura quelquefois dans Silence aux pauvres par exemple qu'on citait tout à l'heure, mais où clairement il s'agit de dire que Pétain a volontairement pris le pouvoir et en ayant un certain nombre de méthodes pour cela. Donc je donne juste 3 titres sur les 7 chapitres. Un chapitre intitulé Le vainqueur de Verdun, où le thème c'est le défaitisme du soldat Pétain. Moi je ne peux pas intervenir dans le fond du débat et puis je pense qu'on en reparlera, mais c'est évident qu'il y a comme un petit écho avec une actualité très récente concernant les maréchaux. Bon. Et bien sûr Guillemin ne pouvait pas le savoir, mais pour nous c'est vraiment passionnant du coup. Un chapitre le plus long, plus de 50 pages, sur la prise du pouvoir, qui est une sorte de calendrier jour par jour, aboutissant évidemment au 10 juillet 40, et un court chapitre, mais d'une densité incroyable quand on pense qu'il est écrit pendant l'été 45, qui s'intitule Vichy, et qui est une sorte de panorama en raccourci des méthodes, et un certain nombre de petits rappels pas inutiles, comme le fait que les traitements contre les Juifs ou la création de la milice, c'est pas les Allemands. On n'en dira pas plus pour le moment. Donc là, on a les choses sont bien mises en place, si vous voulez. C'est-à-dire que il y a un Guillemin qui s'intéresse très tôt à l'actualité politique et notamment au danger de guerre et à l'arrivée de la guerre, mais qui, la première fois qu'il s'exprime violemment, on va dire, sur le sujet, le fait caché parce qu'il estime qu'en tant que diplomate, il ne peut absolument pas faire autrement. Donc, dans l'époque qui suit, de 45 à 62, tant qu'il est diplomate de métier, il ne parle jamais directement de cette période, mais il a des manières, c'est ce que je disais tout à l'heure, de contourner les choses. Alors, il y a quand même un article, mais je n'ai pas eu le temps d'aller le voir parce que hier la Bibliothèque nationale, par solidarité avec, je suppose, les Gilets jaunes, communiquait ce qu'elle avait envie de communiquer, donc je n'ai pas pu voir le numéro. Il y a un article de l'Express, 3 octobre 57, c'est la période où Guillemin a pas mal écrit d'articles dans cet hebdomadaire,
qui s'intitule Le Retour de Munich. Je ne l'ai pas lu, j'aimerais bien aller le lire pour voir, et pour la version écrite, évidemment, il y aura quelques mots là-dessus. Mais autrement, pour donner des exemples de contournement, toujours dans l'Express, du 6 février 58, il y a un article intitulé « Le premier des 6 février, le 6 février 1871 », qui est donc un épisode de la fin de la guerre et préparatoire de la Commune, mais le premier des 6 février, évidemment que c'est une manière de ne pas parler de 1934. Ou bien dans un journal suisse de Bâle, je crois, qui s'appelle Coopération, en 61, une drôle de guerre, 70-71. Et il fait ça constamment, enfin constamment, il le fait à plusieurs reprises, comme pour ronger son frein, on dirait. C'est une manière par en dessous de témoigner qu'il a toujours la même passion pour les mêmes sujets. Alors, quand il prend sa retraite, à partir de 62-63, c'est intéressant de voir qu'il se lance dans la carrière que vous savez de conférencier à la télévision et de conférencier encore plus qu'avant en conférence, mais on constate qu'il continue pendant un certain temps à traiter d'autres sujets que le contemporain. Dans les années 60 à 60, début des années 70, la Révolution française, Napoléon, Tolstoï, la Commune, Jeanne d'Arc, et en 72, une série intitulée, même politique que tout à l'heure, L'autre avant-guerre, 71-14. Et il faut attendre encore pour que surgissent des éléments vraiment directs. Alors, ce que je trouve très intéressant, et ce serait un autre sujet, mais permettez-moi d'en dire juste une minute, je pense que Guillemin, qu'on a tellement accusé de se répandre à profusion partout et de ne pas arrêter de dire la même chose, c'est vrai qu'il dit souvent la même chose, mais il le dit dans des endroits les plus différents possibles. Et dans ces années 70, il y a deux grands journaux, disons à tirage important, où il a tenu une chronique pendant un certain temps et où il commence à parler directement des choses. C'est France Soir, où il tient un journal d'un historien, c'est le titre général de la série, et par exemple 25 juin 71, 1940 à l'heure de l'amnistie, 6 janvier 72, 1942 points, un désastre souhaité par certains, ou bien 22 juin 72, Pétain adoré et renié par Valéry. Paul Valéry, le poète, qui avait été celui qui avait reçu Pétain à l'Académie française. Donc le discours de Valéry à Pétain est quelque chose que Valéry aurait bien voulu enfouir sous terre, mais bon, qui existe. Et ces articles, alors du coup ceux-là je les connais, je les ai vus, ils ne disent rien d'autre que ce que Guillemin a dit ailleurs, si vous voulez, sur Pétain. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 71, 72, Cassius est toujours caché, et jamais Guillemin-Henri n'a parlé sur Pétain. C'est la première fois, 71-72, qu'on voit des choses imprimées sous sa signature dans un média de grande diffusion. Puisque vous savez, si vous avez lu La vérité sur l'affaire Pétain, qu'il s'offre même le plaisir, 2 fois, de citer en note Monsieur Henri Guillemin. Ça, c'est vraiment... Bon. Alors, on voit ainsi se multiplier des signes du même genre. Alors, je citais François. L'autre exemple, je ne vais pas donner des exemples parce que c'est la même chose et ça nous mènerait trop loin. C'est le... J'ai perdu mon repère, mais c'est pas grave. C'est dans le Provençal. Le journal Le Provençal, qui est un quotidien aussi, et où il a tenu assez longtemps une chronique d'un irrégulier, qui est bien un titre guilleminien. Et pareil, il y a des petites notules sur la guerre de 40 à pas mal de reprises. Alors tout cela mène évidemment vers, après Pétain, mais pour la première fois sous la signature de Guillemin, le premier grand livre où il est question de l'éclatement de la guerre et de 1940, c'est bien sûr Nationalistes et nationaux. Donc Nationalistes et nationaux, c'est 74, octobre 74,
Et c'est important aussi parce que Gallimard a proposé à Guillemin, qui a accepté, que le livre soit publié directement dans la collection de poche ID, que beaucoup d'entre vous ont sûrement connu, ce qui permettait un tirage initial de 20 000 exemplaires, à peu près 10 fois plus que les tirages initiaux de la collection blanche de Gallimard où il publiait d'habitude. Donc il a dit évidemment oui. Et dans Nationalistes et nationaux, il y a trois chapitres qui occupent le dernier tiers du livre, qui vont de l'éclatement de la guerre et de la drôle de guerre jusqu'à la prise complète du pouvoir par Pétain. Donc là non plus, je ne vais pas, moi, développer le sujet, c'est juste pour placer Nationalistes et nationaux là où il faut. Hein. Donc, avec aussi un art déjà, enfin, qui est depuis longtemps bien en place, de finir les chapitres par des formules choc. Par exemple, le chapitre 12 qui va jusqu'au 10 mai, jusqu'à l'attaque allemande du 10 mai, se termine par l'heure du maréchal a sonné. Peut-être slogan facile, mais enfin, ça reste dans la mémoire. Et surtout, la dernière phrase du livre, pas la dernière phrase du livre, puisqu'il y a une toute petite postface, d'ailleurs très intéressante, sur les communistes essentiellement, mais la dernière phrase du développement lui-même, c'est pas du Guillemin, c'est une citation de René Benjamin, donc évidemment pas quelqu'un de son bord, mais qu'il trouve servi sur un plateau pour lui. Le maréchal, en proclamant la Révolution nationale, a libéré les honnêtes gens. Il n'a même pas besoin de commenter, il y a tous les mots en 10 mots. Donc c'est évidemment un des livres de Guillemin qu'il faut connaître si on veut savoir qui il était. Et puis si on s'intéresse à l'histoire contemporaine, même si on n'est pas d'accord avec ses analyses, c'est quand même passionnant comme un roman. Et alors, ce qu'on constate à ce moment-là, à l'époque de Nationalistes et nationaux en 1974, c'est que Guillemin multiplie les conférences dont il en a sûrement fait avant, hein, mais beaucoup n'ont pas été enregistrées, beaucoup on ne sait même pas exactement leur date, tellement il y en a eu, je désespère tout à fait de faire l'inventaire, mais il y en a pas mal qui sont conservés, soit audio, soit audiovisuel, et ça commence à cette époque-là. Par exemple, le Club 44 de La Chaux-de-Fonds en Suisse, où il a beaucoup conférencé, il y a en 3 ans le désastre de 1940, Vichy, et je crois que le 3e titre, c'est l'affaire Pétain, tout simplement. L'affaire Pétain, voilà. Et puis, en 81, en mai et juin 81, il y a évidemment le grand cycle Pétain des conférences de la télévision suisse romande, qui est un peu, enfin pas le sommet, mais qui est là où il a le plus développé les choses, disons. Alors je cite encore un exemple qui m'intéresse parce que le titre est une jolie trouvaille. C'est un article du Nouvel Observateur en juillet 1979 où il s'agit de réhabiliter ou de ne pas réhabiliter Pétain. Évidemment, Guillemin n'est pas favorable, et il intitule l'article « Pétain sans képi ». Et je trouve que ça fait partie de ces trouvailles qu'après on peut trouver de mauvais goût, mais il était comme ça. Bon. Alors, c'est là qu'il faut placer aussi autre chose, qui est, si j'ose me le permettre, ma petite intervention dans l'histoire, c'est les enregistrements faits à la Cour des Bois dans sa maison de Bourgogne, qui ont donné lieu au cas Guillemin. Comme l'a dit Édouard Mangin tout à l'heure, c'est un livre fortement, férocement expurgé par Guillemin, qui avait dit des tas de choses qui l'horrifiaient et qui voulait absolument pas qu'elles soient lues à ce moment-là. Et j'ai pensé que longtemps après sa mort, je pouvais les rétablir donc dans le livre qui est paru l'année dernière. Mais il y avait déjà quand même des choses très intéressantes. Alors, c'est pas long du tout, je voudrais vous lire aussi quelques lignes. J'ai choisi justement la version revue, si vous voulez, ou plutôt revenue à l'original, qui est dans Henri Guillemin tel quel, mais c'est un récit que Guillemin a fait dans plusieurs textes différents, et c'est une version. Il est le 2 février 40,
à un grand dîner diplomatique et mondain en Suisse, où il est en mission pour le service des œuvres françaises à l'étranger. Ça lui a permis de préparer petit à petit son départ en Suisse en 1942. Et là, il est à table avec Claudel, donc c'est dans le cadre de sa rencontre avec Claudel, qu'il n'avait jamais vu jusqu'alors, mais il ajoute ceci. Donc là, c'est vraiment le texte de la bande qu'il a enregistré avec moi. Et je me retrouve en présence de Claudel à la table de ce consul général où il se produit quelque chose d'assez affreux que l'on peut raconter. Alors ça, c'est typique, ça. Que l'on peut raconter. Mais il l'a pas censuré, ça. Dans le cas Guillemin, on le trouve, il y a 2-3 corrections, mais on trouve le texte. C'était la drôle de guerre, songez-y. La table était très nombreuse, et il y avait en particulier un monsieur X, je préfère ne pas le nommer, décoré, rosette, extrêmement élégant, cheveux argentés, costume splendide, dans les 65 ans. Il était chargé de mission par le gouvernement français pour des achats en Suisse, en pleine guerre. Et à la table du consul général, qui était une table officielle, ce monsieur chargé de mission par le gouvernement français disait « J'espère bien qu'on va arrêter cette guerre qui, par bonheur, n'a pas encore éclaté. Se battre avec Hitler, mais c'est du suicide. Il est notre rempart contre le maréchal. Il est notre rempart contre le communisme. » Ça, la saute de ligne fait un lapsus assez terrible. Donc, je relis la phrase. Se battre avec Hitler, mais c'est du suicide. Il est notre rempart contre le communisme. Il faut au contraire obtenir la paix le plus vite possible. Du reste, le maréchal Pétain est tout à fait de cet avis. À ce moment-là, le maréchal Pétain, il est ambassadeur en Espagne. Etc. Le consul était très embêté. J'observais Claudel qui garnait le nez dans son assiette. Après le repas, on laisse s'éloigner ce moment pénible, ces propos incroyables, horribles, qui suffisaient à faire comprendre que nous allions perdre la guerre. Bon. Alors, j'ai donné cet exemple, évidemment qu'on pourrait en donner beaucoup d'autres. Alors, il me reste une dernière étape. J'ai, par une sorte de respect des prestations de chacun, laissé à Jean Chéras le soin de se placer lui-même dans la chronologie que je vous résume en sautant et malheureusement beaucoup de choses. Parce que je voudrais dire encore un petit mot pour finir des articles justement de l'Express de Neuchâtel, où j'ai pris le petit texte par lequel j'ai commencé. Alors, il y a une bonne demi-douzaine d'articles qui touchent, disons, au sujet de la guerre de 39-45. Il y a notamment un article qui est un compte-rendu d'un livre d'un nommé Pierre Laborie, que je ne connais pas, mais que Annie connaît sûrement, qui s'appelle « L'opinion française sous Vichy ». Et le compte-rendu est intitulé « Imposture modérée », et qui est un peu mystérieux. Et quand on lit, c'est évidemment, il faut comprendre, c'est prétendre être modéré qui est une imposture. C'est-à-dire que cet écrivain est un écrivain convenable qui, comme dit souvent Guillemin, détourne la tête quand il ne faut pas voir les choses. Donc ça, c'est un des plus tardifs articles en octobre 90. Donc encore après le Pétain connaît pas que je vous citais tout à l'heure. Il y a plusieurs articles sur Céline, notamment un compte-rendu enthousiaste de la biographie de Frédéric Vitou, qui a en effet marqué une date. Mais il y en a deux que je voudrais signaler que je trouve intéressants. Il y en a un qui s'intitule « La paix qui tue », qui est un compte-rendu d'un livre de Henri Calef, Le sabordage de la Troisième République. Et un autre, alors là c'est pour faire un petit rectificatif et présenter mes excuses à l'ami Patrick Redel parce que je l'ai induit en une petite erreur, c'est un texte intitulé « Un été de cauchemar » qui est le récit, des notes prises en 1940 même sur 2 visites de Guillemin à Mauriac, à Malaga, dont une assez saisissante où il arrive et où il voit les soldats allemands à plat ventre sur la pelouse et où ça lui fait quand même un petit choc. Et j'avais parlé de ce texte à Patrick Redel qui a fait une newsletter tout à fait justifiée dessus, en ayant complètement oublié ce que j'ai redécouvert en révisant pour aujourd'hui,
que ces 4 pages sont aussi dans Parcours, le grand livre de souvenirs autobiographiques paru l'année suivante en 89. Alors dans ce parcours, je ne peux évidemment pas entrer dans les détails, mais il y a notamment les 20 pages, 52, 72 dans ce gros volume, les 20 pages du journal intermittent de septembre 39 à septembre 40, dont pratiquement tout est passionnant parce que ce sont vraiment des impressions au jour le jour sur des rencontres. Par exemple, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, 22 juin 40, il parle du 17. Donc le 17, c'est le jour où Pétain dit à la radio « il faut arrêter ». Et 5 heures après son discours, il va, comme il dit, faire l'intendance, c'est-à-dire descendre cette avenue célèbre de Bordeaux, et il écrit « rien, la foule ordinaire et dans l'ensemble des visages sereins, délivrés ». Et ça, c'est écrit au moment même. Donc là, il y a vraiment une sorte de reportage qui en plus prend une valeur différente à mon goût du fait qu'il est révélé seulement à ce moment-là, en 89. Il l'avait jamais, sauf erreur, toujours possible avec Guillemin qui a tellement écrit, mais sauf erreur, il n'avait jamais publié ses notes. Le commerce n'a jamais été plus florissant, etc. Alors, ce que je voudrais, je ne vais pas faire de conclusion, puisqu'en fait, je suis l'introducteur de la journée. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, quel que soit l'angle sous lequel je suis amené à parler de Guillemin, c'est toujours très passionnant, et je dirais c'est aussi passionnant quand on parle devant un public quand même en gros sympathisant, je suppose, du moins, et quand on parle devant un public hostile. J'ai fait une carrière d'universitaire, 19e-iste, et inutile de vous dire que quand on enseigne à la Sorbonne et qu'on côtoie des spécialistes de Vigny ou de George Sand, on a du mal à dire qu'on parle sur Guillemin sans se faire regarder de travers. Et il y a moins de 2 ans, j'ai fait une intervention assez importante qui va sortir là maintenant dans le bulletin des Amis de Vigny, à la demande de la présidente des Amis de Vigny, qui actuellement est une personne ouverte, on va dire, et qui m'a demandé, est-ce que vous voulez pas venir faire une demi-heure pour faire le point? Pourquoi est-ce que Guillemin haïssait Vigny comme ça? Je dis, écoutez, on peut essayer en tout cas. Donc je suis allé faire ma séance. Malheureusement, c'est un vieux camarade, mais mon pire ennemi qui avait promis sa présence n'est pas venu, donc je n'ai pas eu d'interruption. Mais il y a quand même eu visiblement des malaises sur les chaises, mais quand même 50 ans, 60 ans après Monsieur de Vigny, homme d'ordre et poète. Donc il y a quelque chose d'étonnant pour moi à voir la persistance des images. Là aujourd'hui nous essayons plutôt de donner des images conviviales, si je puis dire, mais même des images au contraire qui colportent l'animosité. C'est toujours aussi vivace. Et pareil, j'ai fait aussi un article pour les Annales Benjamin Constant, mais c'était bien de leur part de me le demander et de l'accepter tel que je l'ai envoyé. Ça va aussi paraître en 2019, et je constate qu'il y a toujours autant de spécialistes de Benjamin Constant qui n'ont pas pardonné à Guillemin d'avoir dénoncé Constant à propos du curé Houdaille. Donc là, nous parlons d'un sujet complètement différent, mais que ça soit le 19e ou le 20e, la littérature ou l'histoire, toutes les fois que je suis amené à prendre la parole et devant tous les types de publics, c'est aussi passionnant parce qu'il y a toujours du travail d'information à faire. On n'aura jamais fini de connaître cet homme incroyable, que j'aime bien, je crois qu'on s'en sera rendu compte. Merci.